Merci Verven. Alors maintenant notre invitée Hala Marshood du centre de recherche Who Profits. Elle va expliquer ce que c'est Who Profits et en anglais. Et merci d'avance aussi au traducteur Richard Wagner. Good evening. Thank you for inviting us, first of all. Sorry that I'm gonna speak in English. My friend Richard here is gonna translate. My French is not that good. So I'm from Who Profits. I'm a researcher at Who Profits. Who Profits is an organization, a research center dedicated to exposing corporate complicity with the Israeli occupation. Alors, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être ici. Désolé, je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas à la hauteur. Merci pour le traducteur. Donc, je suis chercheuse à l'ONG israélienne Who Profits, qui en tire bénéfice, qui profite. C'est une association qui fait des recherches sur les entreprises qui sont complices à l'occupation. So I'm going to talk today about greenwashing the occupation, talking about climate change and how companies have positioned themselves as do-gooders in the struggle to tackle climate change, but how in fact this myth can be dismantled easily when looking at the context of Palestine, which is a context of prolonged occupation and settler colonialism. Donc, j'aimerais parler du phénomène du greenwashing, c'est-à-dire d'utiliser la façade des annonces d'action sur l'environnement, sur le climat. Il y a des entreprises qui le font et qui se présentent comme étant des entreprises citoyennes et responsables, mais c'est facile de démonter leur argumentaire et toute la mythologie qui construit autour de cette firme en regardant le cas de la Palestine. So basically, Israeli green energy industry is highly complicit with the occupation, both on Palestinian and Syrian land. Alors, oui, les entreprises israéliennes qui agissent dans le domaine de l'environnement sont très actifs au niveau industriel, que ce soit des terres colonisées en Palestine ou encore en Syrie. It is a highly privatized industry. This means that it's led by private corporations who facilitate Israel's human rights violations and colonial and expansionist policies in the West Bank, in the Naqab, in the Golan, which all three I'm going to talk a little bit about in my lecture. Alors, pour l'essentiel, cette industrie est très privatisée, donc il s'agit des entreprises privées qui sont sérieusement compromises dans les violations des droits humains dans l'extérieur. So looking, for example, at the occupied West Bank, these corporations do not only exploit Palestinian natural resources such as land and sun for the solar energy. This exploitation of natural resources is one of the main causes of the deep development of the Palestinian economy and communities, especially in the area of the Jordan Valley, which is the most affected area from the solar energy fields. En Cisjordanie, il y a des entreprises palestiniennes qui investissent au niveau de la terre et aussi l'exploitation du soleil, c'est-à-dire de l'énergie solaire, pardon, les entreprises israéliennes, mais à la fois cette terre et le soleil qui tape dans ces zones appartiennent aux Palestiniens qui y habitent, mais l'activité de ces entreprises israéliennes est un facteur de développement en Palestine occupée au niveau économique et au niveau des communautés locales, surtout dans la vallée du Jourdain où il y a beaucoup d'activités de récupérer l'énergie solaire. So looking at the Jordan Valley as an example, solar fields take up large swaths of land
that all benefit settlements and the settlers. The Jordan Valley provides us with two polarized images. On the one hand, there's a continued Israeli economic development that is benefiting both corporations and the Israeli state, economically and politically. On the other hand, the Palestinian communities in the Jordan Valley are the most impoverished Palestinian communities in the West Bank and are constantly facing forced displacement policies. Solar fields are enabled in this area because of the de-developed state of these communities and these societies, and they intensify the state of de-development. Dans la vallée du Jourdain, il y a beaucoup d'activités pour capter l'énergie solaire. Les capteurs solaires prennent beaucoup de surface, donc il y a beaucoup de terre qui est occupée pour cette activité-là. C'est ce qui est le fait des colons, de leur colonie. Il y a deux images donc, qui émanent de la vallée du Jourdain. D'une part, les entreprises israéliennes qui sont en plein essor et qui accusent un développement économique important au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de l'État d'Israël. Ils en tirent bénéfice directement. Et de l'autre côté, les communautés palestiniennes qui s'y situent sont très pauvres. Donc il y a ce sous-développement en leur sein parce qu'il y a un déplacement forcé des populations et ces champs d'énergie solaire prennent beaucoup de place et sont donc un facteur de développement, de sous-développement pour les populations palestiniennes. So, looking at corporate strategies to avoid accountability, actually, if we look at one of the solar fields in the Jordan Valley, which is the Hala solar field, for example, one of the companies that provided the panels is a multinational company called ABB. Actually, when the company was approached by Who Profits and other organizations, it claimed that its activities in the West Bank is legal based on international law, and that in fact the company is a signatory in the human rights treaties and so on. This just shows how limited this framework can be. Si on jette un coup d'œil sur les stratégies des multinationales dans ce domaine, dans la vallée du Jourdain par exemple, les entreprises qui sont impliquées dans la production de l'énergie solaire, il y en a une qui s'appelle Tatalia, il fournit des panneaux solaires, il y a une entreprise fournisseur qui s'appelle ABB, Tatalia, c'est la localité. Quand nous, chez Who Profits, on les a approchés, ils ont prétendu que leurs activités sont légales sous l'égide du droit international et qu'ils sont signataires des traités. Donc, ça démontre jusqu'à quel point cette notion est élastique. It is also important to look at the broader picture of the Palestinian economy as a whole and how actually the greenwashing policies intensify the captive state of the Palestinian economy, because the Palestinian economy is dependent on the Israeli economy. And the electricity sector is actually a perfect example, because the Palestinian electricity sector is completely dependent on the Israeli sector. And this is caused due to binding agreements as well, such as the Paris Protocol, which is the economic annex to the Oslo Accords, for example, which codified that dependency of the Palestinian electricity sector on the Israeli one. Si on regarde de façon beaucoup plus large l'économie palestinienne dans son ensemble, il y a ce phénomène de redorer le blason sous prétexte d'être en accord avec des impératifs écologiques, mais il faut voir que l'économie palestinienne est complètement contrôlée par l'économie israélienne, dont il est subordonné. Donc le secteur de l'électricité est un exemple tout à fait notable parce que l'économie palestinienne dépend entièrement de l'économie israélienne dans ce secteur. Il y a des accords internationaux comme les accords de Paris par exemple qui a suivi les accords d'Oslo
qui fait en sorte que dans le domaine de l'électricité, les activités économiques palestiniennes dépendent entièrement de l'activité des entreprises israéliennes. So, for example, according to the Paris Protocol, Palestinians have to buy their electricity from Israel. The IEC, the Israeli Electricity Company, which is a state-owned company, sells its electricity to the Palestinians at higher prices than inside the Green Line. Alors, de par ces accords de Paris, par exemple, la Palestine doit acheter son électricité d'Israël. Il y a la compagnie publique IEC, qui est une compagnie israélienne, qui vend son électricité aux Palestiniens à des prix plus élevés que les prix pratiqués à l'intérieur de la ligne verte, c'est-à-dire en Israël propre. Also, according to the agreement, Palestinians in Area C, for example, do not have electricity services and do not have access to essential services such as electricity and others, which is something that leads to a continued state of forcible displacement. Aussi, de par ces accords de Paris, les Palestiniens qui habitent dans la zone C n'ont pas accès à l'électricité et n'ont pas accès à d'autres services essentiels. So this is just to show how Israel is developing its economy through its greenwashing policies and beautifying its image as protector of environment and so on, which actually happens on the backs of the Palestinian society. Alors cela démontre jusqu'à quel point Israël développe son économie avec cette façade d'activités favorables à l'environnement pour redorer son blason, mais le tout aux dépens des intérêts des Palestiniens et de l'économie palestinienne. I'm going to talk now about a different case, but a very similar one, which is the Naqab. The Naqab, for those of you who don't know, is located in the southern part of historic Palestine. It's important to see how policies of forced displacement are similar on both sides of the Green Line, because solar energy industry is completely complicit in the forced displacement of the Palestinian Bedouin communities in the Naqab. Un autre cas que je vais citer est celui du Naqab, qui est situé dans la partie sud de la Palestine historique. Il y a eu un déplacement forcé des populations bédouines et l'énergie solaire est une activité qui est développée dans cette région désertique et les Bédouins ont été déplacés, donc on fait les frais de cette activité-là. Entire Palestinian communities in the Naqab do not receive essential services such as electricity, for example. And solar fields in the Naqab that are benefiting the Jewish population are built also on the backs of the Palestinians, and they are part of Israel's industrialization plans and resettlement plans of the Naqab, which is meant to attract more Jewish people to the Naqab and displace the Palestinians. Alors, les communautés palestiniennes du Naqab n'ont pas accès aux services d'électricité et à d'autres services. Cette activité de développement de l'énergie solaire est au profit exclusif de la population juive de cette zone et ce développement industriel de la part des sociétés israéliennes, des entreprises israéliennes, son objectif est de repeupler cette région au profit des populations juives. I'm gonna end with the third and last case, which is the occupied Syrian Golan. And there, the story is around wind energy. Currently, there are 4 plans to construct wind farms in the Golan. 3 of them are meant to benefit settlements. One of them is, as the company claims, and I'm going to elaborate a bit more, that it's going to benefit the Syrian communities of the Golan. Le troisième dernier cas que je vais vous citer est celui du Golan et le développement des éoliennes, de l'énergie à partir du vent. Parce qu'il y a 4 plans actuellement en vigueur pour construire des éoliennes
sur le plateau du Golan et 3 des colonies israéliennes qui sont installées, où il dit que c'est la société qui construit ces éoliennes prétend que ça va bénéficier de ces communautés-là, mais voilà, c'est au bénéfice unique des colons israéliens qui y sont installés. I'm going to focus specifically on the fourth case, on the fourth project that the company claims is going to benefit the Syrian community, and I think this could be highly relevant to all of you here. The company, which is an Israeli public company called Energix, which is also involved in the West Bank and the Naqab in constructing solar fields, is now complicit in the occupation of the Syrian Golan, and it's planning on constructing a wind energy field on the lands of Majd al-Shams and Mas'adi, which are 2 Syrian villages in the Golan. It has reached agreements with farmers without them even understanding the contracts, and it has used very manipulative measures to reach agreements with Syrian farmers to lease their lands to the company. Le quatrième cas dont je veux vous parler, c'est justement ce projet dans une communauté syrienne. Il s'agit d'une entreprise publique israélienne qui s'appelle Energix, qui agit également en Cisjordanie et dans l'Arabe. Au Golan, est en train de développer ses champs d'éoliennes et ils prétendent que ça va bénéficier au village syrien. Mais ils ont fait des accords avec des paysans syriens sur le Golan sans que ces derniers n'ont pu vraiment comprendre le contenu des accords et ses aboutissements, ses implications. So as a result, a local Syrian NGO called Marshood exposed the company's complicity and the manipulative ways it used to reach these agreements, and as a result, the organization now is being sued by the company that claims that the organization is actually calling for the boycott of Israel, which is the first time this claim is being used against an NGO by Israel. Alors, en résultat, il y a une ONG locale syrienne qui s'appelle Marshood qui expose cette manière manipulative que l'entreprise israélienne utilisait pour berner les paysans syriens du Golan et est en train de... maintenant, cette ONG fait l'objet des poursuites devant les tribunaux poursuivis par l'entreprise israélienne qui prétend que l'ONG en question maintenant fait la promotion du boycott contre Israël, et c'est la première fois que l'entreprise israélienne fait cette réclamation, la réclamation de ce genre devant un tribunal. So I'm just going to end now and maybe hear some questions, but I want to end by saying that these cases, and I'm sure there are a lot of cases in different contexts in the world, that show that private corporations cannot lead the struggle against climate change. Bon, je vais peut-être conclure bientôt. Je voulais juste vous dire que ces cas, comme beaucoup d'autres cas sans doute à travers le monde, démontrent que les entreprises privées ne peuvent pas mener la lutte contre les changements climatiques. Looking at these industries from a materialist and economic point of view, which is something really important because usually when looking at these things and electricity in general, it's easy to reduce them to mere technical issues, but they are actually political and economic tools that have actual impacts on people's daily lives. Ainsi, si on voit un peu, de près ces industries d'un point de vue matérialiste et économique, comme par exemple dans le secteur de l'électricité, c'est facile à voir ces entreprises dans leur aspect purement technique, mais en réalité, ils ont un aspect tout à fait politique et économique de la mesure où ils affectent la vie quotidienne des personnes, des gens. So
the context of prolonged occupation and settler colonialism in Palestine and in the Golan provide a clear example of how these industries facilitate colonial policies, and they facilitate the Zionist dreams for more land and finding new ways and new mechanisms of land grab and depriving the Palestinians from the right of self-determination. Alors, dans ce contexte, on voit que l'occupation à travers le temps et la politique coloniale qui est derrière, que ce soit en Palestine ou au Golan, derrière tout ce développement colonial, on a des entreprises qui ont une politique qui profite directement de la colonisation et qui donne de l'eau au moulin du rêve sioniste de s'accaparer d'encore plus de terre de tout aux dépens des Palestiniens et de leurs droits nationaux. I'm going to stop here and I'll be happy to answer any questions if there are any. Thank you. Alors, je